Merci, enfin si on peut dire, parce que quand on m'a proposé ce sujet, grand moment de solitude, je n'ai pas trouvé ça très exotique. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé. On va voir. Toujours est-il que l'acidocétose diabétique, c'est une urgence métabolique dont on voit en réanimation essentiellement les formes graves, quel qu'en soit le motif de gravité. Alors on va commencer dans la ride, mais vous verrez que c'est cependant indispensable pour la compréhension de la suite. D'abord, il existe deux types de diabète, vous le savez probablement. Le diabète de type 1, alors ça c'est le sujet plutôt jeune, menu, et qui se complique plus fréquemment d'hypoglycémie et d'acidocétose. Et puis le diabète de type 2, alors on va dire adulte, plus mature, un peu plus enrobé, un peu plus vieux. Et donc là, c'est grand-mère qui se complique plus rarement d'acidocétose. Bref, deux looks différents qu'on peut caricaturer de cette manière-là. Qui dit acidocétose, dit acidose, dit équilibre acido-basique. Donc retour à ce diagramme un peu aride, où vous avez ici le pH, ici la PCO2, et puis en diagonale les bicards. Ça, c'est la normalité, 7, 40, 26 à peu près, tout ça c'est du à peu près, hein, une quarantaine de points de PCO2. Acidose, cétose, c'est une acidose métabolique, donc le pH est bas, en haut, c'est comme ça, les bicards sont bas, et puis la PCO2 est en général basse, c'est la compensation respiratoire pour essayer de limiter la baisse du pH. En gros, un point de PCO2 de moins par point de bicard en moins. Par exemple, 16 de bicard, 26 moins 16, 10. Donc la PCO2, 40 moins 10, 30. Jusque-là, ça va. Ensuite, dernier rappel, 60% de notre poids, c'est des liquides. Et ces liquides se répartissent, selon la règle des 2 tiers, 1 tiers, dans deux grands secteurs. Les cellules d'abord, c'est le plus gros. D'où la perte de poids en cas de déshydratation, un signe majeur, la soif, hypernatrémie, hyperosmolarité en cas de déshydratation. L'autre partie est extracellulaire et se répartit en deux sous-secteurs, toujours sur la règle des 2 tiers, 1 tiers, en interstitiel, déshydratation, le pli cutané, ce que j'appelle la muraille de Chine pour ceux qui me connaissent, hémoconcentration biologiquement. Et puis finalement, il n'y a que le tiers du tiers qui est en intravasculaire, c'est la volémie, vous en connaissez les signes cliniques. Qui dit acidose métabolique dit calcul du trou anionique, c'est pas comme les antibiotiques. L'idée, c'est d'essayer de faire la différence entre une acidose par excès d'acide ou par perte en bicard. Normalement, la somme des plus moins la somme des moins, sur cette formule, c'est 16. Si c'est supérieur à 16, c'est qu'il y a trop d'H+, enfin trop de plus, donc c'est des H+, donc c'est des acides, et c'est le cas de l'acidocétose avec trou anionique. Qui dit hyperglycémie dit hyperosmolarité plasmatique, puisque l'osmolarité plasmatique, c'est 2 fois la natrémie, plus la glycémie, sans oublier l'urée. Pour le reste, oubliez, mais vous voyez que j'ai mis des petits C derrière sodium, parce qu'il faut de plus corriger la natrémie en cas d'hyperglycémie, sinon on risque de la sous-estimer. Vous avez là la formule. Par ailleurs, là, vous le savez, il faut interpréter la kaliémie en fonction du pH. L'acidose fait sortir le potassium des cellules, donc hyperkaliémie. L'alcalose fait l'inverse. Et en gros, pH 7,20, kaliémie à un bon 5, ce n'est pas trop étonnant. Et puis il y a une formule qui vous est donnée ici, qui permet de calculer le déficit en eau à partir du poids et de la natrémie. Alors, bien sûr, toutes ces formules ont leurs limites, hein, comme toutes les formules, mais ce sera utile. Alors, on va continuer dans l'aride. Je vous préviendrai qu'on ne fait plus aride. À quoi sert l'insuline? Deux systèmes gèrent la glycémie. Un système hypoglycémiant, c'est l'insuline. Un système hyperglycémiant, glucagon, hormones de stress, etc. Il faut que l'ensemble soit à l'équilibre. S'il y a des équilibres, alors il se passe des choses. Alors oubliez ces tableaux. On va d'abord parler que de l'insuline, parce que ça va simplifier un petit peu. Et puis, on va voir ça sur un schéma. Je pense que ce sera plus simple. L'insuline, en gros, elle favorise l'entrée du glucose partout. Elle est donc hypoglycémiante. Le glucose, une fois rentré, va servir à faire de l'énergie ou être stocké sous forme de glycogène dans les muscles, dans le foie, ou sous forme d'acide gras dans les graisses, dans les tissus adipeux. Normoglycémie, pas de glycosurie normalement. S'il y a carence en insuline, déséquilibre du système, apparaît une hyperglycémie et une cétose.
Pourquoi? Parce que le sucre ne rentre plus dans les cellules, donc hyperglycémie, et donc l'organisme va puiser dans ses réserves pour faire de l'énergie. Il va puiser dans le glycogène qu'il avait réservé, glycogénolyse, et il va faire du sucre à partir des acides aminés. Et puis enfin, il va faire de la lyse des tissus graisseux et produire des acides gras qui vont être ensuite métabolisés, mais en l'absence d'insuline, ça va être dévié vers la production de corps cétonique, acidose, cétonémie, cétonurie, puis comme il y a hyperglycémie, glucosurie. Donc pour résumer, le sucre c'est notre principal substrat énergétique, il faut de l'insuline pour savoir l'utiliser. S'il n'y a pas d'insuline, eh bien, il y a hyperglycémie, et d'autre part, on puise dans les réserves, notamment les graisses, qui est à l'origine de l'acétose. Il y a plusieurs organes, notamment le cerveau, qui sont un petit peu à part. Le cerveau n'a pas besoin d'insuline pour que le glucose y pénètre, si bien que le terme de coma acidocétosique est d'abord abandonné. Vous avez vu, c'est acidocétodiabétique, c'est pas coma acidocétosique. S'il y a un trouble de conscience grave, en gros, ils sont glauques, ils sont fatigués, mais ils ne sont pas comateux. S'il y a un trouble de conscience, alors il faut penser à autre chose et avoir le scanner facile. Et la deuxième particularité du cerveau, c'est qu'il ne peut utiliser que le sucre comme substrat énergétique. Du coup, quand il y a hypoglycémie, la symptomatologie neurologique est assez prédominante. Alors voilà, à partir de maintenant, on va essayer de faire moins aride, mais il faut quand même retourner... Alors, là, il est caché, ce petit chat, on le voit mal, c'est dommage. On va quand même redécliner la physiopathologie pour mieux comprendre l'ensemble du tableau clinico-biologique. On reprend. Déficit en insuline, défaut d'utilisation du glucose, pas d'énergie, asthénie. Défaut d'utilisation du glucose, lyse du glycogène, néoglucogénèse, hyperglycémie. Néoglucogénèse à partir des acides aminés et lipolyse, fonte musculaire, fonte des graisses, amaigrissement. Lipolyse, corps cétonique, acidose, cétonurie. Jusque-là, on avait tout dit. Continuons le raisonnement. Pas de panique, c'est pas compliqué. À gauche, hyperglycémie, on décline. Hyperglycémie, hyperosmolarité, on a vu la formule tout à l'heure. Hyperosmolarité, sortie d'eau des cellules, déshydratation cellulaire. Donc, signe en rapport avec la déshydratation cellulaire, la soif, la langue rôtie, la soif ici, la chute de poids, une petite ondulation. Hyperglycémie, glycosurie, mais comme le sucre ne peut pas être uriné à l'état de morceau ou de cristal, diurèse osmotique entraînée, polyurie, perte en électrolytes, notamment en potassium, perte en eau et en sel, d'où déshydratation extracellulaire cette fois. De l'autre côté, acidose, hyperventilation compensatrice, ça masque l'hypokaliémie, le déficit en potassium, cétose, vomissement, la laine en rapport, perte digestive, perte respiratoire, perte urinaire se cumulent pour donner aussi une déshydratation extracellulaire qui peut être importante avec les signes cliniques, les yeux cernés, le pli cutané, les marbrures, l'hypotension, etc., la fréquence cardiaque. Tout ça, c'est un cercle vicieux et je trouve que c'est une façon plus imagée que cette liste de signes cliniques et biologiques qu'on trouve dans les questions de cours, et c'est une façon de les comprendre et de les mémoriser. Alors, ça semble assez simple. On va voir ce qu'il en est en pratique et on va prendre l'histoire d'une jeune femme de 24 ans que pour les besoins de l'histoire, on va appeler Mademoiselle C. Cherchez pourquoi. Cette jeune femme se présente aux urgences parce qu'elle est essoufflée, qu'elle vomit depuis quelques jours. Elle n'a pas d'antécédent particulier, pas de traitement particulier. On l'examine, elle est polypnéique, tachycarde, un peu hypotendue. L'auscultation pulmonaire est normale, la radiothorax est normale. Un bilan sanguin est prélevé, mais en attendant, on réfléchit un peu. Quelle est la première hypothèse diagnostique qui vous vient? Si vous me dites acidocétose, vous roulez des mécaniques là-dessus. Hein. Vous roulez des mécaniques parce que vous êtes dans le contexte, mais le docteur n'y était pas. Eux, ils se font l'idée, le raisonnement suivant, femme jeune, pilule, dyspnée, thorax normal, embolie pulmonaire. C'est pas idiot, mais ils auraient peut-être pu attendre d'autres examens, notamment la gaz du sang, avant de faire un scanner qui s'avère normal.
En fait, ils sont tombés à 2 pieds dans un piège qui est celui de la dyspnée cinémateria, c'est-à-dire sans gêne respiratoire, sans symptômes respiratoires, qui correspond à la compensation respiratoire de l'acidose. C'est la fameuse dyspnée de Adolf Kuhlsmol, qui donc correspond à une dyspnée profonde, sans aucune gêne. Il faut savoir y penser parce que sinon, erreur diagnostique, retard thérapeutique, risque de iatrogénie, déshydratation, plus production de traces, fait bien bon ménage sur le rein. Voyons la suite. Les gaz du sang reviennent en même temps que la malade du scanner. Elle a une acidose métabolique, petite compensation respiratoire, peut-être insuffisante, on n'a pas le temps d'en discuter. On nous a dit que c'était automatique, donc on calcule le trou anionique, sodium plus potassium moins chlore plus bicarb, presque 40. Il y a un trou anionique sévère. Il y a 2 examens simples et rapides à faire, et à faire rapidement d'ailleurs. Lesquels? Ça doit être sous-cortical, c'est plus automatique. C'est sucracétone dans les urines, glycémie capillaire devant toute acidose métabolique avec trou anionique augmenté. En effet, parmi les causes, c'est l'acidocétose qui est presque en premier, en tout cas elle est facilement éliminée par ces 2 examens. Après, il y a autre chose, hein. L'acidose lactique dont on va parler tout à l'heure, l'insuffisance rénale, les intoxications, enfin, il y a plein d'autres choses. Mais là, c'est facilement éliminé. Alors, si c'était négatif, ça n'exclurait cependant pas le diagnostic, parce que certains corps cétoniques ne réagissent pas aux banzettes. Donc, si vraiment on pense que c'est ça, il faudra aller jusqu'à des dosages sanguins. Pour le reste des pièges, on n'a pas le temps de détailler. Alors, revenons à notre mademoiselle C. 4 croix de sucre, 4 croix d'acétone. Elle est transférée en réanimation parce que le tableau est assez grave quand même, on l'a vu. Là, on complète l'examen, on lui trouve un pli cutané en plus, elle a soif, une langue érotique, les yeux sont cernés, des urines claires et hypotoniques, et elle a maigri. Comment est son état d'hydratation? Hyperhydraté, déshydraté, intra, extra? Mix. Les deux. Plus une hypovolémie, puisqu'elle est tachycarde, qu'elle est marbrée et hypotendue. Le reste du bilan revient. Qu'est-ce qu'on a? On a une hémoconcentration, hématocrite un peu élevée, protéines un peu élevées. Que dire encore? Une petite insuffisance rénale fonctionnelle, une hypophosphorémie. Alors là, je ne vous demande pas le diagnostic, hein, parce qu'il est trop facile. Vous en êtes d'accord? Oui, non? C'est une acétose inaugurale. Le tableau est typique, complet. Elle a la polypnée de l'acidose, elle a l'évolution de l'acétose, elle a la polyurie osmotique de la glucosurie, elle a la perte de poids, la soif de la déshydratation intra, elle a les marbrures, le pli cutané qui vire à la muraille de Chine, la tachycardie, les yeux cernés. On ne parle juste pas d'odeur acétonique, qu'on ne recherche plus beaucoup d'ailleurs. Et en plus, elle a tous les signes biologiques en rapport et nécessaires au diagnostic. Ils sont récapitulés là. Alors, on peut même aller plus loin dans l'interprétation de la biologie. L'anatrémique était à 139. Si on la corrige à conclusion de la glycémie, elle est en fait beaucoup plus élevée que ça, elle a 10 points de plus en gros. Ce qui fait que le trou anionique est encore plus augmenté que ce qu'on croit. Ce qui fait qu'il existe une hyperosmolarité, 2 fois l'anatrémie plus la glycémie plus urée. Et que malgré qu'avec son pH à 7,2 et sa kaliémie qui est à 4,2, en fait, il y a un gros déficit potassique. Parce que si on corrige la kaliémie en fonction du pH, eh ben, elle a à peine 2,2. Et d'ailleurs, son électrocardiogramme est tout à fait typique et assez inquiétant en rapport avec l'hypokaliémie, la repolarisation là, en S, l'onde U, vous avez dû en entendre parler, un QT très allongé, c'est inquiétant. Le diagnostic est fait. Il va falloir traiter rapidement, pas trop énergiquement cependant, vous allez le voir. Alors, le traitement, il a 4 objectifs. L'eau, les électrolytes perdus dont le potassium doivent être remplacés, la carence en insuline doit être corrigée, puis il faut prendre en compte le facteur déclenchant et le traiter, sinon on va tourner en rond. Il y a un 5e objectif qui est ne pas nuire. Et on va commencer par ça, ça permettra de comprendre le reste. Sur la kaliémie, il y a une association infernale. Association infernale, puisqu'il y a un déficit potassique, on l'a dit, une hyperglycémie, on va rajouter de l'insuline, on va corriger l'acidose. Qu'est-ce qui va se passer? Hypokaliémie.
notre pauvre mademoiselle C, avec ses 2 de kaliémie corrigés, c'est électro extrêmement inquiétant, elle est au bord du précipice et si on ne lui apporte pas du potassium rapidement, on va la précipiter vers la torsade de pointe. Donc, potassium. C'est bien acidose, est-ce qu'il faut l'alcaliniser? C'est non, 3 fois non. Le traitement de l'acidose-cétose passe par l'insuline. Il y a différentes autres raisons qu'on ne détaillera pas. Et si pour une raison ou pour une autre, mettons qu'elle ait une pneumopathie comme facteur déclenchant, très hypoxémiante, il faille la ventiler. Attention, il faudrait faire aussi bien que la nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faudrait utiliser une ventilation minute élevée parce que notre pauvre dame, avec ses 24 de PCO2 et ses 6 de bicard, elle est bon an, mal an à 7,02 de pH. Si toujours avec 6 de bicard, on l'amène en la ventilant à une capnie normale, 38-40, eh ben on va non pas la basculer dans le précipice, mais la basculer hors diagramme, vers un pH totalement inhumain, 6-8. Enfin, dernière chose, le cerveau, il souffre en base. Il souffre et si on lui rajoute un trio infernal d'erreurs thérapeutiques, eh bien, le risque, c'est l'œdème cérébral, particulièrement redouté chez l'enfant et grave chez l'enfant, moins fréquent chez l'adulte. Vous ne m'entendez pas? Oh bah, fallait le dire. Donc, l'alcalinisation, on a dit non. Éviter les apports hydrosodés massifs et surtout brutaux. Et puis, éviter aussi, par des trop grosses doses d'insuline ou des bolus, une variation et surtout une correction trop rapide de la glycémie. Parce que qu'est-ce qui va se passer? On va faire baisser l'hyperosmolarité. Donc, l'eau va réentrer très vite dans la cellule, gonflement des cellules, et vous voyez les conséquences. Donc on a vu ce qu'il ne fallait pas faire, voyons ce qu'il faut faire. Correction du déficit en eau, on l'a dit pas trop brutal, mais c'est cependant quand même en eau et en sodium. C'est quand même cependant important. 6-8 litres sur 24 heures en gros, la moitié pendant les 8 premières heures, on va dire. Là, l'idée, c'est corriger l'hypovolémie et la déshydratation extracellulaire. Donc ce sera du salé. L'autre moitié, les heures qui suivent, 18 heures à peu près, et là, c'est corriger le déficit en eau et la déshydratation intracellulaire. Donc, ce sera des solutés plus hypotoniques. Si on reprend notre petite dame C, ou mademoiselle C, en gros, elle a perdu 7 kilos. On va dire qu'il lui faut 7 litres d'apport. Et puis, croyez-moi sur parole, ou vous referez chez vous. En gros, si on calcule son déficit en eau, c'est 3,5 litres d'eau, donc la moitié en eau. Donc, ces apports-là lui conviennent à peu près. Correction du déficit en insuline, donc à la seringue, des doses modérées, plutôt pas de dose de charge. L'objectif, c'est corriger l'acidose et tout doucement la glycémie sans faire brutalement baisser l'osmolarité. Et puis on adapte en fonction de la biologie délocalisée que vous faites. Et en particulier, si secondairement la glycémie baisse plus vite que ne disparaît la cétose et l'acidose, alors il faudra apporter du sucre pour pouvoir poursuivre l'insuline qu'il ne faut jamais arrêter, par définition, puisqu'il y aura un relais après. Donc, pour mademoiselle C, 5-6 unités heure en fonction de son poids. Et puis, comme elle parle de 5-4 de glycémie, en gros 6-8 heures pour corriger gentiment sa glycémie. Revenons à la biologie qui n'est pas délocalisée, mais qui l'est quand même. Ce n'est pas officiellement un acte de biologie délocalisée. Ce que vous réalisez, vous, sucre acétone dans les urines, urine fraîche. Je ne vous fais pas de dessin. Attention, les bandelettes, il faut laisser le temps au temps, mais pas dépasser les délais non plus. Puis attention quand on change de marché, parce que d'un industriel à l'autre, d'un commerçant à l'autre, ce n'est pas les mêmes délais de réponse. Glycémie capillaire. Maintenant, nos lecteurs de glycémie sont de plus en plus performants. Il y en a pas mal sur le marché. Cependant, leur précision n'est pas la même. Ils n'ont pas la même ergonomie, ils n'ont pas le même délai de réponse. Certains nécessitent d'introduire un code de calibrage par l'eau. Et si on ne fait pas ça, donc on risque de faire des erreurs de mesure. Encore une fois, attention quand vous changez de marché, ce qui va bientôt être notre cas par exemple, c'est pour ça que j'en parle. Et puis un détail trivial, respecter la main dominante et puis éviter la pince, ce qui n'est pas toujours fait. Troisième objectif, correction du déficit en potassium. Alors des tableaux de genre dans la littérature, il y en a plein. Là j'en ai pris un moyen, donc qui propose des apports potassiques horaires en fonction du niveau de pH et du niveau de kaliémie. C'est toujours des apports qui sont très importants, voie veineuse centrale dans nos services, voie dédiée pour éviter les bolus à ces concentrations-là, puis surveillance scopée, etc. Mais enfin, on est en réanimation. Alors pour notre petite demoiselle C,
qui a de mémoire 4,2 de kaliémie non corrigée en fonction du pH à 7,02, en gros, on sera à 1,5 g à l'heure, ce qui correspond quand même à 36 grammes par 24 heures. C'est énorme. Et sous surveillance, bien évidemment. Bon, ne nous impatientons pas, c'est bientôt fini, mais il faut quand même en passer par les diagnostics étiologiques, puisqu'on a dit que le 4e objectif, c'était de prendre en compte le facteur déclenchant. Alors chez mademoiselle C, qui n'a pas d'antécédent particulier, c'est un diabète inaugural, on l'a déjà dit, enfin, c'est une acidocétose inaugurale d'un diabète, et d'un diabète plutôt de type 1, parce qu'avec ses 24 ans, sa taille et son poids, elle a plutôt le look de Laurel que celui de Hardy. L'étiologie, ça ne peut pas être une diminution des apports en insuline, puisqu'on n'en a pas, c'est inaugural. Donc c'est une augmentation des besoins en insuline qui déclenche brutalement cette décompensation acidocétosique. En premier lieu, il faut penser à une infection. Mais après, toute autre situation de stress. Alors elle, de mémoire, elle est apyrétique, elle a 8000 blancs, la radio de thorax normale, on n'a pas de point d'appel infectieux. Qu'est-ce que ça peut être? Elle a arrêté la pilule il y a 4 mois et elle est en âge de procréer. Il faudra faire des bêta-HCG, ils seront positifs d'ailleurs. On va espérer pour elle que ce ne soit pas des quadruplés. En général, il n'y a pas de problème de diagnostic différentiel, on a éliminé un certain nombre de choses. Il y a quelque chose qui peut être un peu perturbant, c'est quand la symptomatologie digestive de l'acétose est très prédominante. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la conséquence de l'acidocétose ou bien d'une pathologie digestive cause déclenchante? Donc parfois, ce n'est pas facile à faire. Et puis, je vous rappelle que chez elle, c'est la dyspnée qui a fait errer le diagnostic au départ. Pour conclure, quelques points clés, je voudrais juste en souligner 2. Devant un trouble de conscience chez un diabétique connu, éliminer l'hypoglycémie. S'il s'agit d'une acidocétose et qu'il y a un grave trouble de conscience, scanner facile ou imagerie cérébrale facile, à la recherche soit d'une lésion cérébrale cause de l'acidocétose, ou bien d'une conséquence d'un traitement trop énergique sur le cerveau. Moyennant quoi, si on ne fait pas de bêtises, le pronostic est excellent, malgré un tableau clinique initial et métabolique initial qui est inquiétant. Là, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est le score IGS, la grille de record de recueil du score de gravité. Bon, on fait ça dans vos services. Bah, tous les carrés orange, c'est les anomalies, et ça lui vaut un IGS à 36, qui est assez élevé déjà, en tout cas pas négligeable. Mais malgré tout, elle évolue bien en 3 jours et peut être transférée pour prise en charge ultérieure. Alors, à défaut d'avoir rendu le sujet plus exotique, j'espère ne pas vous avoir trop endormi. Je suis à votre disposition pour les questions. Et puis, une dernière précision, si vous avez un chat, éduquez-vous ou éduquez-le, parce qu'ils sont très sujets au diabète, et c'est souvent de ça dont ils finissent par mourir.